Christian Fauvel, donc je suis le référent cybersécurité de la plateforme d'une raffinerie en fait qui est située à Notre-Dame-de-Grand-Venchon, donc ExxonMobil pour la nommer. Voilà, ça fait 37 ans que je travaille dans cette société. Et après diverses occupations, je m'occupe maintenant de cybersécurité. Ouais. Alors, votre premier retour par rapport à ce qui a été dit et par rapport au risque cyber dans les PME, dans les entreprises, comment vous le vivez? Alors, ce que tu disais tout à l'heure, le PME, PMI, enfin, ce qu'on regarde, c'est notre système et quels sont les vecteurs de menace en fait pour ce système. Et il y en a plusieurs, tu les as cités tout à l'heure. Donc évidemment, il y a les attaques externes venant d'Internet, il y a les clés USB, il y a les accès physiques. Et effectivement, il y a aussi les PME et PMI qui interviennent pour nous, qui sont un point d'entrée en fait. Hein. Et on s'attache à ce que ces intervenants respectent nos règles. Comment on fait ça? Donc au travers des contrats que l'on peut avoir avec eux, on leur impose certaines choses. On fait aussi des contrôles en ligne. Il y a des procédures à suivre, effectivement. Des exemples concrets, ils peuvent intervenir pour nous pour faire de la maintenance, de la configuration d'équipements. On ne va pas leur donner le choix que de n'utiliser que nos équipements, c'est-à-dire nos laptops, nos clés USB, pour intervenir sur nos équipements. Et ces équipements, on les contrôle, scan antivirus, etc. Donc on ne veut pas qu'ils utilisent leurs équipements. Et si toutefois, par exception, ils devaient le faire, donc on a un processus de contrôle très, très strict pour vérifier leur équipement. Donc ça nécessite de l'anticipation. On va vérifier par exemple que leur laptop est bien géré d'un point de vue page de sécurité, que l'antivirus a été passé, un scan complet, etc. Donc voilà un peu comment on gère les PME, PMI qui interviennent chez nous. Ça peut être aussi, je pense aussi, on a sur nos systèmes de contrôle, on a ce qu'on appelle des connexions externes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des automates reliés par une liaison à une autre entreprise pour faire de la télémaintenance par exemple. Et là, on va protéger ces liaisons. Pour faire simple, on va mettre un firewall, on va encrypter les données, on va s'assurer que l'on soit maître de la liaison, ce genre de choses. Donc voilà un peu ce qu'on pratique. D'accord, donc tout ce qui est mis. La protection de l'outil industriel, parce que souvent ces outils-là sont mis surtout sur la partie IT, mais quel est l'impact sur la protection, en tout cas vous, en toi en Exxon, l'importance de protéger l'outil industriel du risque cyber? Je dirais que l'outil industriel, pour nous, c'est notre raison de vivre. L'outil ne tourne plus, l'usine s'arrête. Et protéger l'outil industriel, oui, bien sûr qu'on le fait, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on va protéger également le niveau supérieur, qui est ce qu'on appelle l'informatique bureautique, en fait, le niveau supérieur, qui est connecté à notre outil industriel pour des raisons d'analyse à distance, pour diverses raisons. Et si effectivement on attaque cette informatique bureautique par des phishing par exemple, qui est l'attaque la plus courante, tout simplement on ne pourra plus créer de commandes, réceptionner les factures, etc. Donc à un moment donné on va être obligé de s'arrêter. Donc il ne suffit pas de protéger l'outil industriel, mais aussi la partie en amont. Ensuite, comment on protège notre outil industriel? Donc tu l'as dit tout à l'heure, ça commence en fait par avoir un bon inventaire, c'est-à-dire connaître ce que l'on a comme matériel. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, donc ça veut dire avoir un inventaire exhaustif, mais pas uniquement, ça veut dire connaître aussi les versions, les modèles de chaque équipement que l'on a, des automates, des analyseurs, etc., pour pouvoir suivre l'évolution pour connaître les failles, les vulnérabilités, et pour pouvoir mettre en place les patchs correspondants. Donc ça commence par un inventaire et ensuite une analyse de risque, qui est la base de toute protection. L'analyse de risque va nous mener à des mitigations qu'on va mettre en place, donc diverses et variées. Ça passe de la protection physique de nos équipements, de la protection logique, du suivi des accès que l'on peut donner, les accès physiques logiques. On va regarder les logs de nos différents systèmes, on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'action malveillante de fait. On va surveiller les connexions vers Internet. On va surveiller la ségrégation des réseaux, parce que nos réseaux ne sont pas tous au même niveau, évidemment. Donc, l'évaluation du risque, c'est vraiment la base. Et ça découle sur toutes nos mitigations. Et ça, on va s'assurer de le revoir régulièrement pour s'assurer
qu'on est toujours à jour et qu'on est capable de faire face à tout moment à une attaque, quoi. Ouais. Et ce travail d'analyse de risque impacte forcément toute la sous-traitance. Alors ça impacte la sous-traitance forcément, puisqu'à un moment donné, dans ces mitigations, les mitigations sont évidemment pour nous, mais aussi pour nos sous-traitants, à qui on va imposer, alors je parlais d'accès physique, c'est un exemple tout bête, mais on va autoriser ou pas certains sous-traitants à accéder à certains de nos locaux en fonction du niveau de risque des équipements auxquels on donne accès. Ça va découler sur les procédures dont je parlais tout à l'heure, de l'utilisation de laptops, de clés USB, etc., mais aussi de formation, de sensibilisation. Ça fait partie aussi des actions issues d'une évaluation de risque. C'est-à-dire qu'on va s'assurer régulièrement que les sous-traitants connaissent bien nos règles. Donc ça peut être par exemple pour un envoi annuel de nos règles et on demande un retour signé de chaque entreprise comme quoi ils ont bien pris connaissance. On va faire des espèces d'audits, c'est-à-dire qu'on va aller voir de temps en temps lorsqu'ils travaillent s'ils respectent bien nos règles, ce genre de choses. Donc oui, ça les impacte. Et pourquoi on met tant de précautions vis-à-vis de nos sous-traitants? Parce que si eux se font attaquer, pour nous c'est une porte d'entrée aussi. S'ils ont un phishing, qu'ils se font pirater leur boîte mail par voie indirecte vers nous, vers un phishing, ça peut nous impacter. Notre système de bureautique, comme je parlais tout à l'heure, et à un moment donné, notre système de production. Donc oui, on surveille tout ça évidemment, et l'impact est là, quoi, oui. Donc une entreprise qui, quelque part, n'intègre pas des règles de cybersécurité dans ses produits, conséquence? Eh bien, on ne la choisit pas, évidemment. Déjà, la première base, c'est lorsqu'on passe un contrat, on impose certaines choses en termes de cybersécurité, et ils se doivent de répondre à ces règles de cybersécurité. D'accord. Donc c'est clair. Les évolutions réglementaires actuelles au niveau de Exxon, Les évolutions réglementaires. Là, on a parlé Directive READ, Cyber Horizon Act, la NIS 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le côté aussi assurance, parce que c'est un secteur qui bouge énormément en matière d'assurance du risque cyber. Comment chez Exxon c'est géré en interne, si on peut le dire, mais aussi par rapport à tout l'écosystème industriel? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ce que tu peux. Cependant, alors, les règles, pour faire simple, je peux ne pas les connaître. Parce qu'en fait, on a nos règles internes qui s'appuient sur les normes, d'accord ? Et en fait, on est aligné à la 62443, par exemple, plus certaines actions que l'on fait en plus, mais ça, je ne peux pas en parler. Mais les normes, je ne les connais pas forcément. Donc, on applique simplement nos règles internes qui sont décidées au niveau des États-Unis, puisqu'on a une corporation mondiale avec la maison mère aux États-Unis. Donc, on a des experts là-bas qui mettent en place toutes les règles que l'on doit respecter. Et donc, l'évolution des normes, on va la suivre, par exemple, pour NIS 2, qui arrive. Et donc, on est en train de regarder comment ça va nous impacter, ce qu'on va devoir mettre en place en plus par rapport à nos règles existantes. Alors justement, NIS 2, est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle quel est l'impact de NIS 2 ? Pour l'instant, j'avoue que c'est encore un peu flou, c'est toujours en cours de mise en place. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, alors nous, on était déjà dans NIS 1 en tant qu'opérateur d'importance vitale. Ce que je vois en plus, c'est qu'on va devoir déclarer, lorsqu'on a un incident, à l'ANSSI notamment, nos incidents, et que l'on va devoir potentiellement subir des audits supplémentaires, autres que nos audits internes que l'on peut faire. C'est les deux principaux, je dirais, impacts que je peux voir. Ouais. Et est-ce que, au travers des est-ce que la NIS 2 va s'appliquer aussi ou indirectement sur tout l'écosystème de l'entreprise, notamment au niveau de la sous-traitance? Est-ce que vous allez faire porter ces exigences-là réglementaires qui sont actuellement chez vous aussi sur les sous-traitants? Alors, je pense qu'il est un peu trop tôt aujourd'hui pour le dire, mais c'est mon souhait, mais je ne sais pas si ce sera fait comme ça. Mais je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ta question. Dans le cas de la 62443, est-ce que c'est le cas ou pas? Parce que, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, la 62443 a une particularité, c'est-à-dire qu'elle va distinguer, elle va catégoriser en fin de compte les différents industriels. Il y a, je pense, au niveau d'Exxon, 62443, avec la posture responsable d'une installation. Mais ensuite, vous avez des exigences ou des procédures qui sont propres à un fabricant de machines spéciales, une entreprise qui fait de la maintenance, une entreprise qui va vendre des produits. Et en fonction de ce position-là, il y a des exigences qui sont spécifiques, qui sont, on va dire, adaptées au métier.
Mais le chapeau au-dessus, c'est la 62443-2 ou -3-1, je ne sais plus, qui englobe effectivement tout ça. Ça veut dire que dans le cadre de cette norme, qui n'est pas obligatoire, je précise, pour l'instant, qui va le devenir avec le Cyber Horizon Act, mais à l'heure actuelle qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement conseillé. Comment, au niveau d'Exxon, vous gérez en fin de compte la mise en place de ces exigences-là, qui sont assez quand même importantes, auprès de tout l'écosystème, et notamment auprès des entreprises qui travaillent avec vous? Alors tout ça est en train d'évoluer, c'est en train de bouger, mais les exigences que l'on mettait sur les entreprises jusque-là, ça concernait les sécurités, sécurité des personnes, des installations. Il y avait un gros focus là-dessus, c'est en train d'évoluer aussi vers la cybersécurité. Ouais. Mais enfin voilà, je ne peux pas en dire plus, mais Ouais, c'est en train de bouger. Ouais. Donc vous voyez que c'est quand même un sujet assez sensible. Comment convaincre une entreprise d'intégrer la cybersécurité dans ses produits? Une entreprise qui travaillerait pour nous, en fait, c'est ça. Oui. Je dirais que c'est gagnant-gagnant, en fait. C'est-à-dire que leur intérêt d'abord, c'est-à-dire que il faut bien qu'ils considèrent la cybersécurité dans leur activité de façon prioritaire, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, une possible perte d'activité est à la clé s'ils se font attaquer eux, avec aussi une perte de confiance des clients s'ils se font attaquer, la réputation, etc. Donc ça veut dire perdre des marchés potentiellement derrière. Mais aussi, si eux intègrent la cybersécurité, pour nous, c'est un gage de sécurité pour nous. Donc on va aller plus facilement vers eux. Et ça va nous assurer, ça va nous rassurer en termes de cybersécurité, évidemment. Donc c'est gagnant-gagnant. Enfin, je veux dire. D'accord. Donc c'est un point important. Maintenant, on va se positionner du côté de Exxon. Est-ce que ça a été compliqué pour l'entreprise, notamment pour le site ici, d'intégrer les exigences cyber? Est-ce que ça a été un parcours du combattant ou globalement Ça n'a pas été compliqué, ça a été progressif. Ouais. Parce que pour faire un peu l'historique, si on remonte ne serait-ce que 15 ans en arrière, on avait des systèmes propriétaires, des systèmes de contrôle-commande, des automates, des analyseurs, tout ça n'était pas forcément connecté. Et donc à un moment donné, on a suivi l'évolution des systèmes donc connectés, donc on a mis des réseaux en place, on a mis du Windows en place, et donc l'évolution des compétences a suivi. L'évolution des règles, des contraintes que l'on avait en termes de cybersécurité s'est faite progressivement. Je dirais que la première vague a eu lieu autour de 2005-2006. Et depuis, on ne cesse d'améliorer, d'adapter notre cybersécurité à l'évolution des équipements. On parlait d'IoT tout à l'heure, ça c'est un peu nouveau. Donc là, c'est des choses que l'on traite, les connexions externes, j'en parlais tout à l'heure. Les systèmes Windows arrivent de plus en plus intégrés dans un analyseur, dans un automate, donc tout ça, il faut le gérer. Et donc c'est assez progressif, ça veut dire pour l'entreprise, former des gens, et faire évoluer les compétences vers ces domaines, le réseau, la Windowserie en fait, vulgairement. Ouais. Et tout ça se fait depuis une quinzaine d'années. D'accord. Et donc c'est un travail assez progressif, mais qui est faisable. Qui est faisable, oui. Et est-ce que vous pensez que pour une PME, parce que c'est aussi un peu l'objet, les gens me disent souvent, il se trouve qu'on fait exactement la même chose avec des gens comme Arcelor, qui est un grand groupe, ils sont une structure, et souvent les PME me disent, oui, ok, monsieur Marpeau, vous êtes gentil, mais on n'est pas Arcelor, quoi. On n'est pas PSA, on n'est pas une grosse entreprise. Nous, on a notre informaticien, j'ai mon gars qui fait un peu de développement, j'ai mon mécanicien et autres. Moi, faire de la cyber, je ne sais pas faire. Alors c'est pas forcément compliqué, la cybersécurité. Il y a quand même des choses de base à faire, ne serait-ce que déjà de la sensibilisation des gens, puisque l'humain est au cœur de la cybersécurité. On dit souvent que c'est la première et la dernière barrière. La première parce qu'on est les premiers à pouvoir détecter éventuellement une attaque, et la dernière c'est parce que l'accès physique notamment est une des dernières barrières. Donc il y a la sensibilisation, il y a des gestes assez simples comme les sauvegardes, tu en as parlé tout à l'heure, qui peuvent assurer une société à recouvrer son activité après une attaque, un antivirus, un firewall. Il y a quelques règles comme ça de base qui peuvent mettre en place, c'est pas forcément très cher. Mais parfois, ça peut être aussi un problème de compétences que l'entreprise n'a pas. Et donc, trouver un contractant qui peut faire ça, mais c'est faisable. C'est pas forcément monstrueux. C'est certainement une contrainte, mais c'est surmontable. Donc voilà, il n'y a pas de frein technologique majeur pour une entreprise qui souhaite intégrer
la cybersécurité. Un regard un peu extérieur, ou en tout cas si on prend un peu de la hauteur sur l'évolution du risque cyber dans notre écosystème, comment vous voyez ça, vous du côté Exxon, ou en tant que responsable ou référent cybersécurité, un peu pas le futur, mais en tout cas, comment vous sentez l'évolution du risque cyber? Comment tu sens l'évolution du risque cyber par rapport à ce qui se passe, par rapport aux évolutions techno, mais aussi par rapport à tout notre environnement? Je dirais, je peux parler d'un exemple. On parlait du phishing tout à l'heure, qui est un des moyens les plus utilisés pour attaquer une entreprise. Hein. C'est plus de 80% des attaques. Phishing, vous savez ce que c'est? Donc c'est un mail, un mail frauduleux en fait, hein, qui arrive d'un... Et là, on a vu l'évolution ces 10 dernières années du phishing. C'est-à-dire qu'au début, on disait c'est facile à détecter, il y a des erreurs d'orthographe, etc. Ce qu'on ne trouve plus maintenant. On voit que aussi il y a des phishing, alors ce qu'on appelle des business email compromise, c'est-à-dire des phishing orientés, c'est-à-dire qu'on va attaquer un sous-traitant par exemple, on va attaquer ses boîtes mail, on va voir quels sont les sujets de discussion entre le sous-traitant et l'entreprise, et donc en piratant ses boîtes mail, on va envoyer un mail à l'entreprise avec le sujet qui est en cours de discussion, avec le bon mail, avec le bon nom de la personne, et ça devient vraiment difficile à détecter, quoi. Et ça complique beaucoup notre défense. Et on a parfois des cas, effectivement, comme ça, avec des protections derrière, heureusement, mais ça montre l'évolution, et sans parler de l'intelligence artificielle qui va arriver, qui va encore compliquer un peu plus la technicité des attaques, en fait. Et donc, il va falloir faire face à ça, et donc certainement des nouveaux moyens de détection et de surveillance à mettre en place. D'accord. Et d'autres évolutions, d'autres points importants au niveau peut-être par rapport à l'actualité? Est-ce que ça impacte beaucoup l'actualité en matière de cybersécurité ou de menaces? Oui, alors effectivement, on peut voir derrière certaines attaques des États. Hein. On a déjà vu ça. Les grandes entreprises, hein, comme la nôtre, est attaquée plusieurs fois par jour. Ces attaques peuvent arriver par des moyens divers et variés. On parlait des IoT tout à l'heure. Ça peut être simplement une caméra qui est en réseau. Et donc, tous ces moyens-là, on commence à mettre de plus en plus de moyens de détection, de surveillance de ces systèmes un peu annexes, mais qui sont en réseau, qui intègrent de plus en plus nos systèmes. Et voilà, c'est ce que je vois un peu comme... On peut parler de ces moyens de protection mis en place. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut? Une bonne pratique? Une bonne surveillance de ce qui se passe sur nos réseaux, continue. On passe aujourd'hui à des surveillances la journée, mais pas que, c'est 24/24, hein, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, pour détecter tout événement suspicieux, surveiller nos réseaux, surveiller les logs de nos systèmes, surveiller, c'est un peu tous azimuts, à surveiller nos locaux, c'est-à-dire les accès physiques, surveiller les log systèmes. On a évidemment des administrateurs qui interviennent sur nos systèmes, donc on s'assure que ce sont bien les bonnes personnes, que ce qu'ils font est effectivement prévu, ce genre de choses pour détecter un éventuel intrus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu peux commenter, hein, si... Il reviendra. Effectivement, okay. On parlera effectivement des moyens mis en place sur le territoire, parce que je pense que Exxon a effectivement les moyens de se protéger, en tout cas de mettre en place tous ces équipements d'analyse des réseaux, d'analyse des défaillances, des vulnérabilités et autres, et des attaques. Mais effectivement, la question se pose pour une PME. Et c'est pour ça que, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, dans chaque région, il y a des politiques régionales qui sont là aussi pour participer à cette montée en compétences en matière de cybersécurité. Toujours... Ce que l'on fait aussi qui contribue à notre cybersécurité, c'est des actions d'information, de sensibilisation auprès de nos intervenants, de façon à effectivement rappeler nos règles, mais aussi les sensibiliser encore un peu plus, si ce n'est pas le cas, à la cybersécurité et à leurs interventions en fait. Hein.
Est-ce que tu peux nous dire deux mots on se rend compte souvent, notamment dans des entreprises assez anciennes, ou en tout cas qui ont une certaine mixité en matière d'équipement. Est-ce que c'est un vrai problème de cybersécurité d'avoir cette mixité d'équipements en termes de versions, hein, de logiciels, mais aussi de différentes typologies, du Linux, Windows et autres qui sont mélangés. C'est un vrai problème Oui, c'est compliqué à gérer, effectivement, parce qu'avec une société comme la nôtre qui a 90 ans d'existence, effectivement, les technologies sont diverses et variées sur la plateforme. Et donc, comme il faut faire communiquer un peu tout ça, c'est pas toujours évident. Et si on le fait, il faut s'assurer qu'on le fait via des systèmes non obsolètes. Et en tout cas, s'ils sont obsolètes, par exemple, on va îloter ces systèmes d'une façon ou d'une autre. Et tu parlais de Windows XP, c'est un exemple. Je veux dire, on ne peut pas tolérer aujourd'hui un équipement géré par un laptop en Windows XP qui est une porte d'entrée facile avec des failles de sécurité. Donc oui, c'est compliqué. Ça veut dire pas seulement changer le laptop, ça veut dire aussi changer l'automate ou les automates, changer l'analyseur. Donc il y a un coût. Donc ça veut dire qu'il faut gérer tout ça et c'est du moyen, long terme parfois. Ouais. Donc c'est compliqué. Ouais. J'ai présenté un petit peu, puis après, si tu es d'accord, on passera le micro à la salle. J'ai présenté un peu les différentes évolutions réglementaires. Donc on parle du marquage CE principalement, notamment la directive READ et puis le Cyber Resilience Act, la directive Nice. De ton point de vue, ces évolutions réglementaires, importantes ou casse-pied? Non, c'est évidemment important. Évidemment, c'est... Comment ? Casse-pied. La cybersécurité est une contrainte de toute façon. Donc oui, mais c'est important, il faut passer par là. Oui. Ok. Bah, c'est bien, je suis d'accord. Hein. Des questions ? Voilà. Bonjour, un petit point sur lequel vous avez pas, qui n'a pas été adressé, c'est la mise à jour des produits venant de vos fournisseurs, type PLC, mais aussi outils PC. Comment vous assurez les mises à jour de sécurité ? Alors, on fait une veille des vulnérabilités. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a différents sites sur lesquels on peut se connecter, le CISA, le CERT, etc., qui publient toutes les vulnérabilités. Et on regarde par rapport au matériel existant chez nous, quel patch on peut installer. Ce n'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, on le fait. Et si ce n'est pas possible, on va, comme je disais tout à l'heure, protéger un peu plus cet équipement, l'iloter. On parlait souvent, il faut un laptop pour configurer ton l'automate ou l'analyseur. Ce laptop, on va s'assurer qu'il est à jour, mais aussi l'automate, l'analyseur derrière. Donc c'est un suivi journalier, je dirais, de ces failles et de mise en place de patchs de sécurité, en fait. En complément de ça, ce travail effectivement de gestion de vulnérabilité va être de plus en plus transféré au niveau du fournisseur d'équipement. Il faut savoir que la réglementation directive READ marquage CE va imposer, je dirais pour demain, hein, que ça soit aussi le fournisseur qui fasse ce travail de veille des vulnérabilités et de mise à jour des équipements avec l'accord effectivement de son client. Pas simple. Mais c'est pas simple, ou en tout cas d'informer. Il y a une obligation d'information, ça c'est clair, je peux vous le garantir puisque je l'ai écrite. Donc j'ai participé à l'écriture. Il y a une obligation d'information du client des vulnérabilités. Et là, je dirais que dans tous les audits que l'on a fait, c'est peut-être l'élément le plus compliqué. Parce que l'entreprise n'est pas structurée des fois pour le faire. Et, pardon, mais c'est déjà dans la directive READ. Hein. C'est déjà inscrit dans la directive READ. À partir du 1er juillet 2024, les entreprises qui vont mettre sur le marché des produits IoT auront pour obligation d'informer leurs clients des vulnérabilités des produits qu'ils mettent sur le marché, ceci pendant 5 ans. Alors actuellement, on est sur une durée minimum de 5 ans, il est question de la prolonger à 10 ans. Ça va dépendre des domaines d'activité. Par exemple, pour tout ce qui est fret, ferroviaire et tout ça, c'est porté à 15 ans. Donc après, il y aura des spécificités par rapport au métier, oui, bien sûr. En toute honnêteté, autant, à mon sens, il n'y a pas de frein techno. Là, effectivement, on est devant un vrai problème parce que toutes les entreprises ne sont pas structurées pour faire ce travail de gestion de vulnérabilité. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres? Je suis sûr qu'il y en a. Allez, n'ayez pas peur. Pas de questions? Tout est... Ah. Bonjour, Thierry Colton de Nanolog Security. Vous avez parlé tout à l'heure des risques venant des internes, enfin tous des sous-traitants.
Et je voulais savoir à quel niveau vous évaluez ces risques par rapport au reste. Alors, comme tout autre risque, j'ai parlé tout à l'heure d'évaluation des risques. L'évaluation des risques passe par l'identification de plusieurs scénarios. Le scénario j'ai parlé d'une attaque en général venant d'un extérieur, fait partie de ces évaluations du risque, et on regarde quelle mitigation mettre en place. Ça va passer, comme je disais tout à l'heure, par de la sensibilisation, de la formation, par exemple un process particulier pour utiliser des clés USB, des disques durs, des laptops. Mais c'est au même niveau que tous les autres risques. Ça fait partie de l'évaluation du risque comme tout autre vecteur de menace finalement, quoi. Comment aujourd'hui intégrez-vous la sécurité par rapport au fait qu'on ait des systèmes dans le cloud et une autre partie de système on-premise, voire des machines installées sur site? Comment gérez-vous la sécurité vis-à-vis de ces différents aspects? Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre exactement. On a effectivement, comme toutes les grandes entreprises, certaines choses dans le cloud, effectivement. Cette sécurité-là, moi, je la gère pas du tout, je la vois pas. Ce que je peux dire, c'est que ce qui concerne l'OT, rien n'est dans le cloud, ça c'est sûr. C'est plutôt au niveau supérieur que ça se situe. Enfin voilà, je peux pas trop m'étaler sur le sujet. Mais, voilà. Alors, effectivement, techniquement, c'est un peu compliqué. Par contre, le côté réglementaire va être assez strict puisque l'évolution, notamment le Cyber Resilience Act, qui va un petit peu chapeauter tout ce risque en lien avec la NIS 2, va travailler actuellement beaucoup sur le niveau de responsabilité de l'exploitant et du fournisseur. Il faut savoir que le législateur a établi une règle assez simple. Et il dit, quel que soit le risque, quelle que soit l'infrastructure, quels que soient les équipements, s'il y a une compromission, c'est de la responsabilité de l'exploitant d'un tenir informé, vous le savez aussi bien que moi, de tenir informé les autorités compétentes d'une fuite. C'est de sa responsabilité, point barre. Après, de savoir ce qui s'est passé, s'il y a une dilution ou autre, c'est pas son problème. Par contre, il y a obligation, à un haut niveau, de tenir informé les autorités compétentes de ce qui s'est passé, des fuites de données, n'importe quoi, encore plus quand on est un opérateur d'importance vitale. Et ensuite, derrière, il y a le cheminement judiciaire, porter plainte et ainsi de suite. Si on ne le fait pas, l'entreprise peut être sanctionnée. 4,5% du chiffre d'affaires. C'est ça, mondial. Je crois, la NIS 2. C'est ça. Donc, ça peut aller très loin. Après, il va y avoir une recherche de responsabilité un peu plus descendante pour savoir d'où ça vient. À un moment donné, bien sûr, c'est comme partout dans un système. On va prendre c'est le maillon le plus faible qui va prendre pour les autres. Donc ça veut dire que dans une infrastructure industrielle, avec du cloud, avec de l'infrastructure IT ou des équipements, ça sera celui qui ne saura pas apporter la preuve qu'il a mis tout en place, qui va quelque part porter, mais peut-être pas forcément par rapport aux autorités compétentes, mais par rapport à l'entreprise qui va porter une grande partie de la responsabilité. C'est ça, en fin de compte, qu'il faut voir. Alors c'est dommage, mais c'est dans ce sens-là, c'est dans cet esprit-là que ça a été construit. Ça a été construit de manière à ce que l'ensemble de la chaîne prenne en compte le risque cyber, de l'IoT jusqu'au cloud, et la totalité doit être intégrée dans une démarche de cybersécurité. C'est vraiment, et je pense que ça va se renforcer encore plus dans les années à venir. Donc c'est pas évident, on est d'accord, c'est très compliqué à gérer parce que j'ai pas parlé des assureurs. Alors je sais pas si de chez Exxon vous avez à subir les 300 ou 400 questions pour vous faire assurer, mais quand vous discutez, je sais pas si chez vous c'était le cas, c'est énorme, vous êtes SSI, je pense que c'est surtout les SSI qui ont pris de plein fait ces questionnaires. Combien de questions on vous a posé? 600 questions, voilà. Donc les assureurs mettent en place effectivement une assurance contre le risque cyber. Bon, je ne vous fais pas de dessin, c'est ceinture et bretelles plus parapluie avec 600 questions.
Je pense que vous pouvez répondre à combien? En général, moi, les gens me disent on peut répondre à la moitié, c'est qu'on est bien informé. 200, voilà. Tout le reste, il va falloir aller chercher. Si vous ne répondez pas, vous n'êtes pas couvert. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai problème. Et ça revient un peu à votre question. Il va falloir vraiment aller en profondeur si vous voulez effectivement tout sécuriser. Et le législateur au niveau européen est effectivement dans cette même démarche-là. Alors, c'est pas pour vous faire peur. On a une chance quand même majeure en matière de cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas de frein techno. Il n'y a pas réellement de frein technique. Il n'y a pas d'impossibilité technologique. Les solutions, elles existent. Que ce soit effectivement les fournisseurs de solutions, que ce soit les équipements, on sait faire. On sait faire de la cybersécurité, on sait protéger les équipements, on sait faire du secure by design. Ça doit faire partie des règles, des bonnes pratiques de conception. On sait faire. Après, il faut mettre tout ça en œuvre.